La soirée de ce soir est consacrée aux soins de support dans le cancer du sein. C'est-à-dire qu'avec Valérie Gislet-Bernert, ici présente, nous avons concocté un petit ouvrage qui fait 568 pages. Voilà. Et alors, quand même que je vous présente, c'est qu'il y a toute une partie, bien sûr, où je décris et j'explique le parcours de la personne qui a un cancer du sein, de la femme qui a un cancer du sein. Mais ça peut être un homme, 5% des cas. Il faut le savoir quand même. Et puis, on a, à partir de la page 277, des témoignages, des séances avec les Terpnos Logos. Pour chaque étape, c'est-à-dire ça va commencer avec l'annonce de la maladie, ensuite ce qu'on appelle le PPS, le plan de soins, et puis avec ce plan de soins, il y aura chirurgie, il y a des séances pour la chirurgie, pour la radiothérapie, pour l'hormonothérapie, pour également la chimio, et puis des séances pour le redéploiement existentiel, la reprise du travail, qui n'est pas toujours évidente quand il y a eu un cancer, qui est même des fois assez difficile. Et puis ensuite, on avance parce qu'on va aussi parler, si vous voulez, de différentes choses très importantes, comme des séances pour savoir si on refait le sein ou pas. Est-ce que la patiente va choisir une plastie ou pas? Des séances pour le port d'une perruque par exemple pendant la chimiothérapie. Voilà, donc on a essayé d'être quasiment exhaustif, si j'ose dire, pour que les sophrologues, l'idée c'est que quand j'ai découvert que dans le plan cancer, le nouveau plan cancer, les soins de support étaient mentionnés, et que c'est devenu quasiment une obligation pour les centres de cancérologie d'avoir des soins de support, et qu'il y avait dans la liste des soins de support, outre l'hypnose et le yoga, il y avait la sophrologie qui était explicitement écrite. Ça m'a fait plaisir d'abord, et je me suis dit, faut donner un guide aux sophrologues, et donc avec Valérie, qui travaille dans un centre qui s'occupe justement des femmes qui ont le cancer, des gens qui ont le cancer, et qui a collecté un très grand nombre de cas et de séances et de témoignages. Eh bien, on avait tout le matériel pour pouvoir faire ce livre et pour donner aux sophrologues un outil vraiment intéressant. C'est pour ça que je suis très content, parce que jusqu'à présent, j'ai quand même fait que des petites séances sur des CD, et puis j'ai fait les livres de fond, mais là c'est vraiment un ouvrage pratique pour les sophrologues. Et alors bien sûr, les différentes phases du cancer, de parcours de la personne qui a un cancer, sont toutes les mêmes. Donc ça sera, si vous êtes intéressé à vous occuper du cancer, eh bien vous avez, les séances sont applicables pour tout autre cancer finalement, à peu près tout autre cancer. Je veux dire, l'annonce, les séances pour l'annonce, c'est les séances pour l'annonce. Les séances pour la chimio, c'est les séances pour la chimio. Les séances pour la chirurgie aussi. Et puis, le redéploiement existentiel, c'est la même chose, avec toujours cette épée de Damoclès qui est sur la tête des gens, et ce mot rémission, qui est un mot un peu difficile, je trouve, souvent à vivre pour les gens, parce qu'ils aimeraient mieux guérison. Or, le mot rémission est pratiquement supprimé maintenant à cause des juges et des assurances qui... Comment? Oui, le mot guérison est supprimé. Voilà. Et pourtant, dans le cancer du sein, on a à peu près 85% de guérison réelle. Alors, vous avez peut-être autour de vous des gens qui en sont décédés, mais on a des guérisons. C'est un des cancers qui guérit bien. Il y a des cancers qui guérissent bien, il y a des cancers qui guérissent quasiment à 100%, comme la thyroïde. Il y a des cancers qui guérissent bien, comme l'intestin.
puis il y en a qui sont plus difficiles encore, comme le pancréas par exemple. Voilà. Mais voilà, vous aurez tout le plan si vous voulez. Moi, je vais vous faire un petit parcours comme ça sur le cancer, hein, sur ce qu'il faut savoir. Alors, description du cancer du sein, je ne vais pas m'attarder, hein, mais alors on a décidé, hein, je le dis, c'est pas pour faire de la pub, mais on fera un séminaire avec Valérie sur tout ce qu'on peut faire, hein, sur le cancer et tous les soins de support du sophrologue, tournés vers le travail du sophrologue. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va accréditer quand même, hein, ce livre, ça va accréditer, si vous voulez, la sophrologie dans les soins de support. Car quel est l'intérêt de la sophrologie en tant que soin de support par rapport aux autres disciplines? Ben, c'est que la sophrologie, elle a des techniques pour tous les stades de la maladie, hein, alors que la plupart des autres disciplines sont très ponctuelles, hein, et vont servir dans tel ou tel domaine. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment accompagner, hein, depuis l'annonce jusqu'à la rémission, et même la rechute, bien sûr, ou la récidive, comme on veut. Voilà. Donc, c'est un cancer qui se guérit bien, je vous l'ai dit. C'est un cancer qui, si vous voulez, n'est pas unique, hein. Le sein est constitué de différents éléments, des glandes qui sécrètent le lait, des canaux, des tissus conjonctifs, et donc il y a plusieurs variétés anatomopathologiques. Donc c'est un cancer qui est quand même assez diversifié. Et vous en avez qui sont très faciles, qui se traitent bien et qui sont hormonosensibles, par exemple. Puis vous en avez qui ne sont pas hormonosensibles, qui vont être plus difficiles à traiter. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des très gros progrès dans le traitement du cancer du sein ces 2 dernières années, avec notamment l'immunothérapie. C'est-à-dire la capacité de voir le potentiel immunologique d'une cellule cancéreuse et de faire des anticorps contre cette cellule. Et ça, c'est des traitements qui seront sûrement dans l'avenir très développés et qui seront très spécifiques, qui pourront être développés en fonction du type de cancer qu'a la personne. On a assisté même à des régressions de métastases, hein, avec l'immunothérapie chez les femmes qui étaient... voilà. Donc c'est un cancer qui doit nous laisser, sur le plan de la guérison, optimiste quand même, hein. Alors, la prévention du cancer du sein, je ne vous en parlerai pas beaucoup, mais vous savez, c'est tous les risques qu'on énumère, hein. Alors, il y a bien sûr le tabac, l'alcool, et puis il y a tout un tas de risques supposés, comme la pollution, comme... il y a des risques qui sont un peu plus réels, comme les perturbateurs hormonaux, endocriniens, hein, les hormones, voilà. Et puis il y a aussi, on évoque les rayonnements avec les... Maintenant on est entouré de rayons partout, donc c'est sûr que le nombre de cancers du sein augmente, hein, puisque... alors, on a même eu une préface du président des soins de support, ce qui est intéressant, hein, qui est un médecin, le Dr Scotté, qui nous a fait une préface et qui s'occupe à l'hôpital Foch notamment, qui est un oncologue et qui s'occupe des soins de support. Donc dans sa préface, je lisais 50 000 nouveaux cas par an et près de 90% de survie à 5 ans. Et lui il dit 90, donc c'est intéressant. Et ce qu'on peut dire, c'est que mieux la femme est accompagnée, plus elle bénéficie des soins de support, et plus elle aura de chance de ne pas avoir de récidive et de s'en tirer. La personne joue beaucoup dans les rechutes de cancer, hein. On a tous autour de nous des gens qui se laissent mourir et des gens qui luttent et qui arrivent en luttant à dominer les choses. Et donc le rôle du sophrologue, ça va être d'aider ces gens-là, de les aider vraiment à se redéployer et à mobiliser leur énergie vitale contre le cancer. Alors,
Le dépistage médical, ben aujourd'hui, vous savez, il y a ces mammos systématiques, il y a la visite aussi régulière que je saurais que vous conseillez chez le médecin ou le gynéco. Hein. Il y a donc ces deux points qui sont importants, puis il y a l'autopalpation, qui devrait être apprise à toutes les femmes. Hein. Les symptômes du cancer du sein, c'est la boule. Hein. C'est la boule dans le sein. Les autres symptômes, ça veut dire que ça a beaucoup évolué s'il y a autre chose. Mais finalement, le symptôme premier, c'est une boule ou une petite déformation ou un petit bouton qui peuvent aussi exister. Et puis le diagnostic, bah, c'est la mammographie. Et quand on a une mammographie suspecte, je vous rappelle qu'il y a des gradations, hein. On classe les mammographies en 1, 2, 3, 4, hein, ACR 1, 2, 3, 4, 5. Donc, quand c'est 4, il faut prélever, vérifier. 4, c'est possibilité de cancer. 5, c'est très péjoratif. Voilà. 1, 2, 3, c'est pas de lésion ou lésion bénigne. Voilà. Donc ça, c'est... ça, aujourd'hui, si vous voulez, les femmes ont la possibilité de dépister le cancer. Et je crois qu'il faut les encourager. Est apparu, si vous voulez, une fois la découverte, eh bien, une fois la découverte du cancer, le diagnostic se fait par le prélèvement, hein, par la biopsie ou les aiguilles, et par l'analyse anatomopathologique du cancer. Pour vraiment être catégorique, il faut toujours attendre l'analyse anatomopathologique, parce que des fois, on peut avoir des bonnes surprises, comme on peut en avoir d'ailleurs de mauvaises. La découverte, c'est un moment crucial. Et là, le sophrologue est vraiment très important parce que il y a une prise en charge émotionnelle, et Valérie va vous en parler, qui est cruciale, si j'ose dire, parce que de cette prise en charge émotionnelle va quand même dépendre, si vous voulez, toute l'énergie vitale et toute la manière dont la personne va affronter les étapes successives du traitement du cancer. Donc, dans les centres de cancéro, ils commencent à s'y intéresser, et puis le plan cancer, dans son déroulement, je vous invite à le lire, il est sur Internet, hein, il est bien explicité qu'il faut des précautions. Bon, malheureusement, l'annonce de la maladie est des fois encore pas très bien faite, hein, avec un manque de délicatesse et d'attention. Et puis, quelque part, si vous voulez, c'est un véritable stress post-traumatique. Hein. On peut l'assimiler à ça. Et donc, c'est tout à fait du ressort du sophrologue de pouvoir être là pour aider les gens lors de la découverte et de l'annonce de la maladie. Hein. Avec cette prise en charge émotionnelle, parce que... voilà, il faut libérer. Alors l'émotion, c'est le corps, hein, tout le monde le sait. Une émotion, c'est pas intellectuel, ça se situe dans le corps. Et la sophrologie est une des premières méthodes pour travailler sur le corps et libérer l'impact émotionnel et permettre à la personne de ne pas passer, si vous voulez, du stress post-traumatique qui est normal, qui est physiologique, à ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire le stress chronique vraiment, et cet état qui peut aller vers la dépression et tout un tas de problèmes, même le suicide. Alors, quand la découverte est faite, on insiste beaucoup sur le dispositif de l'annonce, et ça c'est très important, avec des séances de sophrologie pour accompagner la découverte. Le plan cancer, donc, a beaucoup explicité tout ce qu'il fallait faire, et les centres qui s'occupent du cancer sont de mieux en mieux, je dirais, équipés, et surtout, il y a de plus en plus d'humanité. La première question qu'on peut se poser, hein, c'est où se faire traiter. Clinique ou hôpital. En 10 ans, on a eu une évolution fondamentale.
c'est que les pouvoirs publics se sont emparés, si vous voulez, et ont contrôlé. Il y a des contrôles, il y a la HAS qui contrôle les lieux hospitaliers. Et donc, si vous voulez, par exemple, un chirurgien qui fait du cancer, maintenant, il doit faire un certain nombre d'interventions par an pour être crédible. Voilà. Et il y a l'obligation, par exemple, dans le plan cancer et dans les nouvelles dispositions, d'avoir des équipes pluridisciplinaires. C'est-à-dire que si vous avez un cancer, vous n'allez plus maintenant vous retrouver devant le chirurgien qui va vous sauter dessus pour vous opérer et vous dire d'aller voir un oncologue après. Chaque cas, normalement, doit faire l'objet d'une réunion avec au moins un oncologue, un radiothérapeute et un chirurgien, voire d'autres spécialités adjacentes. Donc, on peut dire que, si vous voulez, il y a une évolution et que je pense que, si vous voulez, il y a d'aussi bons centres dans les cliniques que les hôpitaux. Ce qu'il faut, c'est se renseigner, mais je dirais que maintenant, si vous voulez, les contrôles font que les centres qui s'occupent du cancer sont pour la plupart quand même assez sérieux. Heureusement. Mais ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Hein. Il y a 15 ans, on voyait des... Voilà. Il y a 15 ans, en fait, les gens avaient quelque chose, ils allaient voir le chirurgien qui les opérait, puis qui les refilait après. Or, il peut être intéressant de ne pas passer systématiquement par la chirurgie, de ne pas la faire en premier. Voilà, il y a tout un panel. Faire de la chimiothérapie avant d'opérer, ça peut permettre d'éviter les métastases. Voilà, il y a tout, si vous voulez, c'est véritablement très scientifique. Ce qui explique que les oncologues et ceux qui s'occupent du cancer, ils n'ont pas le temps de s'occuper des états d'âme de leurs patients. Et c'est pas une critique envers eux. Et il faut le comprendre. Et c'est pour ça que dans le plan cancer, ils disent maintenant les services doivent avoir des soins de support. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des gens dans les services qui s'occupent justement de la prise en charge humaine, sociale, parce que c'est aussi souvent un problème social, le cancer. Et voilà. Donc ça, c'est très très important, c'est que, en fait, dans le parcours de soins, il a été très détaillé par ce plan cancer, ça s'appelle le PPS, le parcours de soins personnalisé. C'est-à-dire qu'il y a un volet médical dans le parcours de soins, et que maintenant, les gens, normalement, ils devraient savoir. Il y a la commission qui se réunit, les médecins, moi, pendant 10 ans, quand j'étais à la clinique, j'assistais, si vous voulez, j'envoyais mes patients, tout ça, et j'assistais aux réunions entre chirurgie, chirurgiens, cancérologue, c'est plutôt le chimiothérapeute, l'hormonothérapeute, et puis le radiothérapeute. C'était des réunions extrêmement intéressantes parce qu'il y avait vraiment un souci de choisir le meilleur programme pour la personne. Alors, ce programme, normalement, il doit faire l'objet d'un petit rapport qu'on donne à la personne pour qu'elle programme tout ce qu'elle a à faire. Voilà. Et puis, il y a le deuxième volet, qui est le volet social, qui est très très important parce qu'un cancer, c'est une sortie souvent de la vie active pendant quelque temps et une difficulté pour retrouver son ancien poste et son travail. Et il y a beaucoup de gens qui sont paupérisés par le cancer. Et donc ça, le plan cancer s'est vraiment préoccupé de ce volet social. Et vous voyez bien qu'à travers ça, cette obligation d'avoir des soins de support et un volet social qui va plutôt être, lui, du ressort des assistantes sociales et des aides, ça transforme quand même l'idée qu'on peut avoir du cancer, et ça veut dire que c'est devenu, si vous voulez, une pathologie comme une autre qui mérite toute notre attention, et dans laquelle on a une place très très importante en tant que sophrologue.
Les traitements, c'est chirurgie. Alors pour le cancer du sein, la chirurgie, ça peut être uniquement la tumeur, ça peut être l'ablation du sein, ça peut être les ganglions. Il y a tout un tas de protocoles avec souvent le prélèvement du ganglion, du premier ganglion de la chaîne, pour vérifier qu'il est atteint ou pas par le cancer. S'il n'est pas atteint, là on est dans les 95% de guérison, quand le premier ganglion. Hein, on appelle ça le ganglion sentinelle. Voilà. Donc en fonction de ça, vous avez en chirurgie différentes choses qui sont intéressantes. Tumorectomie, on enlève juste la tumeur, assez large bien sûr, et mastectomie, on enlève le sein. Et puis vous avez ce ganglion sentinelle qui va nous dire s'il faut faire un curage ganglionnaire, enlever tous les ganglions. Et puis après, la chirurgie, c'est pas forcément fini, parce qu'il y a la possibilité d'une chirurgie réparatrice. Qui méritera un accompagnement sophro. Parce que moi, j'ai quand même beaucoup de patientes qui n'ont pas choisi de faire une chirurgie réparatrice. Ça venait d'elles. Et souvent, les maris, quand il y a des couples, souvent, les maris, c'est pas important pour eux. Je veux dire, il faut pas croire que c'est parce qu'il y a une cicatrice ici qu'ils peuvent partir ou quitter leur femme. Je veux dire, il y a toute une réflexion à faire, et il faut que la décision, à mon avis, alors si la femme est seule, c'est elle qui va décider. Si c'est en couple, c'est intéressant quand même d'en discuter en couple. Parce que j'ai eu la surprise de constater que ça ne gênait pas beaucoup de maris, et qu'il y en a même qui me disaient que ils aimaient mieux carrément, comme la femme était le thorax plat, que une consistance bizarre. Voilà. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les débats. Moi, je suis là pour que le sophrologue permette aux patientes de vivre ce qu'elles ont envie de vivre. Voilà. Il n'y a pas de règle. Il faut que ça vienne de la patiente, si elle est seule, ou du couple. Voilà. Alors, la radiothérapie, ça mérite pas mal de séances aussi, parce que vous savez qu'avec maintenant les consciences tissulaires, tout ça, on peut faire des séances qui permettent quand même d'envoyer les rayons au bon endroit. La chimiothérapie, on a des séances pour envoyer le produit au bon endroit. On vous en a parlé pendant les formations. Pour aussi les nausées, on a tout un tas de séances qui sont retranscrites pour beaucoup dans ce livre. Et puis il y a l'hormonothérapie c'est très puissant l'hormonothérapie, parce que on sait qu'avec l'hormonothérapie, quand les cancers sont hormonosensibles, eh bien on bloque quand même vraiment les métastases. C'est pas... Toutes les statistiques sont unanimes. Mais il faut la supporter, parce que c'est une castration. Donc c'est une ménopause artificielle, avec tous les inconforts de la ménopause, toutes ces difficultés, mais voilà, à côté, il y a quand même le prix de la vie. Il y a le prix de la vie, il y a le prix de se dire je ne vais pas avoir de récidive si je fais ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent Mais vous voyez que là, il y a des séances à faire, sur toutes les séances, sur supporter cette hormonothérapie. Et puis, il y a enfin l'immunothérapie qui est nouvelle et qui est l'idée, si vous voulez, c'est de prélever les cellules cancéreuses et de fabriquer des anticorps contre ces cellules. Et l'intérêt, c'est que c'est spécifique. Ces anticorps, quand on les injecte, ne vont pas s'attaquer, donc c'est particulièrement mieux supporté. Et ça peut même attaquer les métastases. Donc là, il y a des gros progrès. Je dirais que c'est très très avancé dans le cancer du poumon, par exemple, où on a eu des gros résultats. Dans les leucémies aussi. Dans les leucémies. Ça donne très très bons résultats. Ouais. Voilà. Donc voilà un panel. Donc il y en a qui parlent de vaccins, c'est pas encore très au point. Et puis
Alors la reprise professionnelle avec la reprise du travail, donc là c'est la reprise professionnelle, c'est souvent difficile, hein, parce que il y a toute l'ambiance, hein, qui se fait. Moi, le seul point qui me paraît important, c'est que de dire que dans le cancer, il y a un droit qui est fondamental, qui est précisé d'ailleurs dans le plan cancer, c'est le droit à l'oubli. Hein, le droit à l'oubli. Et ça, c'est très très important parce que, voilà, vous n'êtes pas cancéreux toute votre vie. Hein, on peut aussi le rapprocher au droit à guérir. Le droit à guérir, oui, bien sûr. C'est la même chose. Ouais. Parce que pour le moment, on le refuse. Je dis, le droit à l'oubli, c'est aussi un équivalent du droit à la guérison. J'ai le droit, à la fin d'un premier cancer, puisque vous... Je ne sais pas si certains ont déjà commencé à exercer, et vous avez certainement tous dû rencontrer des patients ou des patientes qui ont des cancers. Et en fait, aujourd'hui, la difficulté, c'est d'avoir le droit, aujourd'hui, de dire « je suis guéri ». Même si, effectivement, on a une rechute 1 an, 5 ans, 10 ans après. Parce qu'aujourd'hui, vous allez le savoir, le cancer est en train de devenir une maladie chronique. Et aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir des patients qui ont 1, 2, 3, 4, 5 cancers. Voilà, donc il va falloir que vous appreniez à ne pas avoir peur de vos patients et de ne pas avoir peur de cette maladie. Ce profil, donc ce droit à l'oubli, la possibilité, et puis le redéploiement existentiel, car les statistiques du Lancet, il y a eu beaucoup de statistiques là-dessus, il y a beaucoup de dépression après un cancer. Et là, si vous voulez, la sophrologie, c'est bien, parce que c'est un très bon antidépresseur, la sophrologie. Hein. Et on va éviter dans beaucoup de cas, que les gens plongent dans la dépression. Ensuite, qu'est-ce que je vous dirais, que ce redéploiement existentiel est important. Hein, vous verrez, si vous lisez le livre, que il faut éviter l'état de stress post-traumatique, passer du stress post-traumatique simple, qui est dans les semaines, voire 1 ou 2 mois, à l'état de stress post-traumatique, qui est très handicapant, hein, avec les idées noires et tout ça, et le chemin vers différentes pathologies. Voilà. Et puis on ne peut pas oublier une chose, c'est rechute, récidive, métastase. Et là, je dois dire que Valérie a fait des séances intéressantes pour accompagner cette annonce, hein, de la métastase ou de la récidive. En sachant que là aussi, dans le cancer du sein, aujourd'hui, une métastase unique, par exemple, n'est pas une signature de mort, et qu'il faut absolument rester toujours optimiste un maximum, parce qu'on a de plus en plus de traitements efficaces, et que tout ça avance très vite, et que de plus en plus, si vous voulez, même avec des métastases, on voit des patientes qui survivent. Donc c'est un point, mais elles survivront d'autant mieux qu'on sera là pour les soutenir et les aider. Parce que c'est vraiment, je veux dire, c'est au moins aussi fort, moi je vois bien dans mes patientes, l'annonce de la métastase ou de la récidive, c'est au moins aussi fort que l'annonce de la maladie, tout au début. C'est vraiment... parce qu'elle a lutté, elle a fait des choses, elle pense qu'elle est guérie. C'est même pire. Et voilà, ça recommence. Ça, c'est épouvantable. Donc le sophrologue doit... voilà. Je dis toujours d'ailleurs que si vous avez accompagné quelqu'un pour son cancer, c'est bien de la revoir 1 ou 2 fois par an. Ne serait-ce que pour travailler avec elle. Le dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est les aidants. Vous savez que, bon, dans le cancer, l'aidant n'est pas aussi, sauf en phase terminale bien sûr, mais sinon, l'aidant n'est pas dans la même posture que, par exemple, dans un Alzheimer ou une maladie
chronique, une bronchopneumopathie obstructive avec quelqu'un qui respire plus. Là, l'aidant, il est épuisé et je lisais dans le quotidien du médecin que vous avez à peu près un aidant sur deux dans les maladies très graves qui meurt avant l'aider. Ouais. Faut le savoir, ça. Dans les choses très graves. Là, ce qui est plus important à notre regard dans les séances qu'on a fait, c'est d'aider l'aidant parce qu'il ne sait pas quoi faire, il a du mal, c'est pas facile, il ne sait pas ce qu'il doit dire, il est souvent maladroit, malgré lui, malgré son désir d'aider. Et je dirais, si vous voulez, qu'il y a vraiment des séances à lui faire pour qu'il puisse banaliser quelque part. J'aime pas trop ce mot, mais si, c'est... Voilà. Si on considère que c'est... On banalise, ça va être beaucoup plus facile de parler du cancer d'une manière... C'est un peu plus complexe que ça. C'est très complexe, oui, mais je peux pas en parler en deux mots. Voilà. Si tu veux en dire deux mots, tu peux. Voilà. Mais il y a les mots, les comportements qui blessent, tout ça, et ça, on en a parlé dans le livre. Les souffrances aussi, oublier des proches. Le paupérisme, la pauvreté qui peut s'installer au sein de... Voilà. Et ne pas considérer que les aidants sont moins légitimes que les autres dans leur souffrance. Ça peut être une souffrance d'être un aidant. Voilà. Ça, il faut le savoir. D'autant plus compliqué qu'il n'a pas le droit de dire qu'il souffre. Voilà. Donc, je vais céder la parole à Valérie qui a fait un nombre considérable de cellules aussi, de séances, qui a donc enrichi près de la moitié du livre avec tous ces témoignages de femmes, ces séances, puisqu'elle travaillait depuis plusieurs années sur le cancer du sein. Et donc c'est ce qui fait aussi la richesse du livre, c'est cette association qu'on a eue. C'est donc, je vais lui donner la parole pour qu'elle vous parle un peu des séances d'une manière très, très synthétique, et puis qu'elle puisse peut-être nous faire une petite séance pour terminer. Voilà, tu as la parole. Alors, effectivement, je garde le micro. Tu veux, je vais la passer. Oui, je veux bien. Donc effectivement, moi je suis sophrologue. Vous m'entendez? Oui. Bon. Je suis sophrologue depuis 3 ans. Et en fait, je travaille en cancérologie depuis 2 ans et demi à peu près, parce que, à peine diplômée, j'avais 3 amies qui, en l'espace de 6 mois, m'annonçaient qu'elles avaient un cancer du sein. Donc évidemment, en tant que sophrologue, comme vous toutes, on se pose la même question, qu'est-ce que je peux faire? Et donc l'idée a effectivement été de voir ce que je pouvais essayer de trouver dans ce que j'avais appris à l'académie et qui allait pouvoir aider dans le quotidien de la patiente. Alors, comment j'ai commencé? Je vais vous expliquer. Ça va déjà être un premier point pour vous, pour voir de quelle manière vous pouvez éventuellement aller toquer à certaines portes. En fait, j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, et j'ai une amie kiné qui avait la chance de connaître une kiné elle aussi, qui était spécialisée dans l'accompagnement cancer du sein, qui s'appelle Jocelyne Roland, qui apporte un témoignage d'ailleurs, puisqu'elle a créé le Rose Pilate. Et en fait, Jocelyne m'a très gentiment donné les coordonnées d'un médecin qui travaille, cancérologue. Alors, cancérologue et oncologue, c'est la même chose. Qui est cancérologue donc à la clinique Hartmann et au centre de radiothérapie Hartmann. Et c'est donc comme ça que je l'ai rencontré, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en cancérologie. Et finalement, de fil en aiguille, accompagner une patiente effectivement qui a un cancer, c'est la prendre en charge, donc comme l'a dit Patrick André, à partir de l'annonce, jusqu'à, si on a la chance que ça se passe bien, la rémission. Moi, pour l'instant, 2 ans et demi, j'ai 4 patientes qui sont décédées. J'ai la chance d'accompagner les patientes vraiment longtemps. Et en règle générale, l'accompagnement se fait sur 1 année. Donc, en fait, c'est ponctuel. Vous allez voir les patientes tous les 15 jours pendant 3 ou 4 mois. Ensuite, ça va s'arrêter un petit peu. Elles vont être prises en charge par d'autres spécialités. Et en fait, c'est aussi votre rôle d'être capable de dire à un moment donné, ça va être important que vous alliez voir telle spécialité. Moi, je travaille beaucoup avec des kinés, un peu avec des psychologues.
des nutritionnistes, des naturopathes, enfin vous verrez. Le but c'est vraiment de s'inscrire dans une équipe et c'est ça qui fait vraiment la richesse de l'accompagnement. Et c'est aussi ce qui fait la confiance que vous allez créer avec la patiente. La patiente ne vous appartient pas. Donc ça c'est extrêmement important. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, moi je fais beaucoup de consultations individuelles, je fais beaucoup de cabinets, et avec toujours un retour au cancérologue, et éventuellement au médecin généraliste, en tout cas à la personne qui m'a envoyé, et là de la même manière, une relation de confiance s'installe. Alors, bon, ça vous connaissez, hein, vous connaissez la prise en charge, je veux bien que tu passes à la suivante. Alors, ça, ce sont des points assez essentiels. Alors, tout ce que je vais vous dire, ça n'est que du bon sens. Ça n'est que de l'humain. Et c'est peut-être la première chose que vous devez mettre au service de votre patient. C'est votre ressenti, c'est votre cœur, c'est votre écoute. Et c'est ce qui va faire toute la différence. On n'est pas des techniciens. On est d'abord, et c'est ça la grande force du sophrologue, c'est qu'on est d'abord et avant tout dans l'humanisme. Et toute cette dimension philosophique, moi je parle beaucoup du sens de la vie avec les patientes qui ont un cancer, pas forcément uniquement le cancer du sein. Et c'est aussi en ça qu'elles vont vous remercier. Parce que vous ne voyez pas en elle une patiente qui est uniquement malade, vous voyez en elle une patiente qui vit. Or, la majorité du temps, quand elles vont se retrouver à l'hôpital, au centre de radiothérapie, au centre de chimiothérapie, on ne va leur renvoyer que l'image d'une personne malade et qui plus est potentiellement mortelle. Et d'ailleurs, c'est aussi une des problématiques dans les salles d'attente, en fait. Et en chimio et en radiothérapie, c'est que les gens se voient. Et, alors, certains vivent bien la maladie, vont prendre soin d'elle, et d'autres, effectivement, qui n'ont pas, et Patrick André disait très justement, qui n'ont pas la chance d'être accompagnés, aidés, entourés, vont avoir beaucoup plus de difficultés à vivre cette maladie et donc avoir un regard beaucoup moins, j'allais dire, valorisant sur elle. Donc ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Vous ne devez absolument pas avoir peur de parler avec les patientes que vous avez en face de vous. C'est ce que j'ai écrit dans le livre. À un moment donné, cette patiente, c'était vous 5 minutes avant qu'elle n'apprenne qu'elle était malade. Donc, voilà, on se contente vraiment d'accueillir cette patiente comme vous auriez envie d'être accueilli vous. Et c'est ça la prise en charge. C'est simplement ça. Après, vous y mettez vos mots, vous y mettez votre sensibilité et l'amour que vous avez pour cette personne qui est dans votre cabinet. Donc, on a mis effectivement, je vous ai écrit voilà, une 50aine de techniques avec mes mots à moi, mais à vous forcément de vous approprier la technique comme on vous l'apprend ici. Donc, bien évidemment, cette personne, quand elle va arriver, la terre s'est écroulée, sa vie s'est arrêtée. Il n'y a plus rien d'évident, plus rien n'est écrit. Et tout s'arrête. C'est-à-dire qu'en fait, pendant une année à peu près, c'est à peu près l'année que va durer l'accompagnement d'une malade, pendant une année, toute sa vie s'arrête. D'ailleurs, elle vous le dira, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan professionnel évidemment, pour les patients qui travaillent. La vie familiale va devenir extrêmement compliquée, et donc qu'est-ce qu'elle va attendre de vous? Voilà, que vous la voyez comme une personne, tout simplement. Et vous verrez d'ailleurs dans les témoignages, c'est vraiment ce que les patientes apprécient dans le cabinet et dans l'échange qu'elles vont avoir avec nous et dans la qualité des TL qu'on va pouvoir échanger ensuite, d'abord dans ce qu'elles vont ressentir et ensuite dans la phéno. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir effectivement, dès la première rencontre, lui exprimer? D'abord, effectivement, ok, vous êtes malade, mais vous avez cette capacité à vous engager, à faire quelque chose. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que vous êtes et dans le cabinet et que vous êtes dans cette démarche de soins, donc dans cette démarche de guérison. Donc, je m'engage. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, puisque beaucoup de patientes ont vraiment ce sentiment qu'elles sont dépossédées de leur vie. Dans je m'engage, eh bien si je m'engage, c'est que j'existe. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, vous êtes vraiment là pour appuyer, pour mettre le doigt sur ce qui est, et non pas sur ce qui n'est plus. Donc, effectivement,
Elle a basculé de « je suis en bonne santé, ma vie m'appartient, j'ai des projets et tout va bien » à « je suis malade, ma vie s'est arrêtée et je ne sais pas ce que je vais devenir, mais j'existe quand même et je suis dans l'instant présent. Et cet instant présent, je vais en faire quelque chose. » Alors, non, c'est bien, merci. Donc effectivement, en quoi la sophrologie va être importante et intéressante, vous le savez, c'est j'apprends à avoir confiance. Avoir confiance donc dans la démarche que je suis en train de faire, dans les médecins que j'ai choisis, dans les équipes qui sont autour de moi. J'ai confiance dans qui je suis, dans mes potentiels, dans ce que je ressens. Et vous allez aider la patiente à ressentir non pas la peur, mais cette envie de s'engager, cette envie de ressentir cette vie qui est toujours là. Et ça, c'est une des grandes forces de la sophrologie. C'est de ressentir cette vie qui est là. Et je crois qu'il y en a certains qui font le 2e cycle avec cette conscience cellulaire. Moi, je passe mes séances à parler de cellules. Je ne parle pas de corps, je parle de conscience cellulaire. Ce qui donne une puissance dans le travail et dans la conscience qui est beaucoup plus parlante. Alors, de la même manière, je me réapproprie donc qui je suis, bien évidemment, et finalement, le regard des autres, est-ce qu'il est aussi important que ça dans ce que je suis en train de vivre en ce moment? Même si on le sait, le fait d'être accompagné va favoriser pour 25% la guérison. Donc plus la personne va être entourée, et c'est pour ça que moi j'ai eu très souvent des patientes qui s'isolaient, qui ne voulaient plus voir personne parce qu'elles se sentaient diminuées, elles se sentaient dévalorisées, elles avaient honte, ce qui est quand même fou, et avec ce regard qu'elles ne pouvaient pas supporter. Et on fait de très jolies séances sur je me réapproprie qui je suis et je n'ai pas peur du regard de l'autre. Et le travail effectivement sur les émotions et à partir des émotions va également être fondamental. Alors, la sophrologie, ça ce sont des choses que vous savez, hein, ce sont des choses assez fondamentales. Donc évidemment, on va très vite, dès la première séance, travailler à partir de la respiration, bien évidemment. L'intérêt de la sophro et ce pourquoi le livre m'a intéressée, c'était d'abord, vous en tant que sophrologue, ça c'est un postulat de départ, on ne peut pas accompagner quelqu'un, surtout dans une pathologie comme le cancer, si on ne sait pas de quoi on parle. Donc on doit apprendre quelle est la maladie, on doit en connaître un minimum le vocabulaire médical, et ça c'est vraiment important, parce que la patiente, elle va parfaitement bien connaître sa maladie, et donc vous devez comprendre ce qu'elle est en train de vous dire. Hein, connaître aussi le nom des médicaments, mais bon, ça vous le ferez. Mais donc vous devez d'être déjà à l'écoute et d'être capable de comprendre ce qu'elle est en train de vous dire. Et donc en fait, effectivement, on va travailler la détente, la respire, etc. Et puis ensuite, on ira un peu plus dans un parcours. Donc effectivement, moi je l'ai défini de cette manière-là. Donc bien évidemment l'annonce de la maladie, qui là, c'est le tsunami, hein, c'est l'instant où tout bascule. Le parcours de soins, où là, je me réapproprie qui je suis et je m'engage. Et je sais qu'effectivement, ma vie n'appartient pas qu'au médecin et j'ai la capacité de faire quelque chose pour que mon corps aille mieux, avec cette conscience corporelle et cette conscience tissulaire et cellulaire. Cette phase de rémission qui est fondamentale, parce qu'effectivement, dans la rémission, c'est je me projette, j'ai de l'espoir, et effectivement, on essaie de prévenir dans cet engagement. Patrick André parlait tout à l'heure de... le mot m'échappe. En flûte. Quand je métastase, quand je suis démoralisée, dépression. Alors la dépression, parce qu'effectivement, merci, la dépression parce que les choses sont simples, hein, vous êtes entouré pendant 1 an, tout le monde vous porte, tout le monde vous regarde, personne ne vous lâche, et tout à coup, du jour au lendemain, tout s'arrête. Et là, c'est le vide. C'est le vide, c'est le questionnement. Est-ce qu'effectivement je suis vraiment guérie ? Qu'est-ce qui va se passer ? Dès que je ressens quelque chose, ça y est, ça recommence. Donc en fait, on a vraiment un travail très important à faire aussi par rapport à ça. Et effectivement, cette fameuse phase de récidive où potentiellement vous pourrez effectivement vous arriver dans vos cabinets. Et c'est selon moi effectivement peut-être un moment
aussi, sinon plus difficile que l'annonce. L'annonce de la maladie, voilà, enfin, j'ai listé, hein, mais il y aura effectivement pour celles qui le souhaitent, ceux qui le souhaitent, un séminaire où on pourra prendre beaucoup plus de temps, un temps pour exprimer les temps d'accompagnement et puis surtout des questions, le pourquoi de telle ou telle interrogation de la patiente, ses émotions. Parce que tout ça, en fait, vous allez vivre aussi au rythme de ces émotions, parce que la patiente peut parfaitement aller voir un de vos collègues le matin et être complètement déprimée, et arriver dans votre cabinet et être beaucoup plus positive. On a le droit d'avoir des émotions différentes en fonction de la journée, ça ne fait pas vous de quelqu'un de pathologique. Ça fait finalement peut-être quelqu'un de vous, où quand la patiente va arriver dans votre cabinet, elle est autorisée ou à aller bien ou à aller mal. Et à vous d'accueillir ce qu'elle est en train de vous donner. Conscience donc des tensions, conscience de la détente du corps, conscience des émotions, conscience de ce recul qu'elle a le droit de prendre par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Rien n'est jamais figé. Comprendre l'enjeu des traitements prescrits, donc d'où l'importance pour vous aussi de savoir de quoi vous êtes en train de parler, pour être capable de retranscrire à la patiente cette envie de s'engager et cette envie de faire tel ou tel examen. Je vous parle notamment à un moment donné, il y a un TL sur le PET scan, qui est un scanner effectivement qui va être capable de éventuellement repérer certaines cellules cancéreuses. C'est important de le savoir. On a essayé d'être le plus précis possible. En fait, on a vraiment essayé de détailler toute la phase, tout l'accompagnement à partir du moment où la patiente rentre dans votre cabinet jusqu'aux dernières séances. Voilà, donc toujours effectivement aider la patiente de temps en temps à discerner, parce que elle est forcément aussi un peu perdue. Donc vous pouvez aussi être un repère, parce qu'il y a peu finalement d'acteurs où elles ont le temps et le droit d'exprimer tout ce qu'elles ressentent. Redevenir acteur de sa vie, bien sûr, s'impliquer et s'engager, on l'a déjà dit. Dans le parcours de soins, il y a des choses dont on a déjà parlé. Le parcours de soins, en fait, il commence dès l'annonce avec aussi la biopsie, hein, pour aller ponctionner et voir malheureusement s'il y a ou pas des cellules cancéreuses. Donc la chirurgie, évidemment, qu'est-ce qu'on choisit? Donc ça, c'est toujours un choix qui est fait avec l'oncologue, hein, le cancérologue. Mais nous, on va être là pour aider à ce que ça se passe le mieux possible. Et d'ailleurs, il y a effectivement aujourd'hui beaucoup d'équipes qui reconnaissent que des patientes qui auront été bien préparées à la chirurgie ou à la chimiothérapie, on le ressentira tout de suite. Alors en individuel, aujourd'hui, normalement, si on suit le plan anti-cancer, on doit leur distribuer un parcours du soin médical. Donc vous pouvez leur demander quel est leur parcours, de manière à pouvoir adapter vos séances au fur et à mesure des soins. Oui. Oui. Alors, en fait, ce parcours, ils l'auront en règle générale après la chirurgie. Après la chirurgie, ils rencontrent à nouveau ou l'oncologue ou le radiothérapeute. Et là, effectivement, ils vont avoir tout un parcours avec toutes les dates. Qui changent souvent, donc ça c'est quelque chose de compliqué aussi pour elle. Donc voilà, donc ensuite il y a toute la chimiothérapie, la radiothérapie, bien évidemment accompagner lorsqu'il y a des effets indésirables, que ce soit des nausées, des douleurs, voilà, donc il y a aussi tout cet enseignement-là, cet accompagnement, mais vraiment toujours en douceur, et encore une fois, n'ayez pas peur. Voilà, laissez faire, accompagner en douceur. Il y aura certainement des problèmes de sommeil, on vous parlera des douleurs au niveau de la gencive, on vous parlera enfin, il y aura plein de sujets qui seront abordés et dont on aura peut-être l'occasion de parler un peu plus profondément. Et évidemment, cette conscience aussi, cette conscience corporelle, beaucoup de RD1 à faire, quand il y a notamment la mastectomie avec la réappropriation du corps, et ce sont des séances qui sont vraiment, vraiment fondamentales. Donc à ne pas négliger, et en règle générale, faut pas la contourner.
Moi, j'ai beaucoup de patientes qui pleurent en se réappropriant cette partie du corps, et notamment, Patrick André en parlait tout à l'heure, qui ne souhaitaient plus se montrer aux yeux de leur mari, et qui, après cette séance-là, ont retrouvé une vie de couple, et voilà, ce sont des choses extrêmement simples, et tout, effectivement, ne passe pas forcément par la chirurgie réparatrice. La rémission, donc effectivement, grand soulagement, bien sûr, mais cette sensation d'abandon. Voilà, je n'existe plus, et qu'est-ce qui va m'arriver? Donc en fait, en règle générale, dans les mois qui suivent, beaucoup de questionnements, donc d'où l'intérêt de continuer à les voir quand même malgré tout, donc un peu plus espacé, mais voilà, ne pas leur dire, voilà, nous aussi c'est terminé, voilà, savoir qu'elles sont là, qu'elles peuvent revenir à tout moment. Projection dans le futur, ça on aura l'occasion peut-être d'en parler aussi, tout est bien expliqué dans le livre, enfin, je crois. Et puis toujours évoquer la santé, toujours évoquer la santé. Hein, parce qu'avant d'être malade, on est tous en bonne santé. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis bien sûr, dans les récidives, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le cancer est en train de devenir chronique. Donc vous verrez des patients une fois, deux fois, trois fois, et qui pourront malgré tout réussir à aller bien, à aller mieux, et si ça n'est pas le cas, on accompagne. J'ai une patiente qui est décédée là, au mois de juillet, et que j'ai accompagnée. Donc on a fait un très joli travail sur l'amour familial, sur tout ce qu'elle a pu leur donner, sur ce qu'elle ressentait elle, un apaisement, un pardon. Voilà, et là c'est un joli travail là encore d'humanisme, et avec toute une approche philosophique. Voilà, travail sophro, travail sur les émotions, enfin tout ce qu'on sait faire, quoi, tout ce qu'on aime faire. Voilà. Donc là c'est un petit témoignage que je trouve assez intéressant. Patiente que je voyais pour la deuxième fois, et ça a été très fort. Je ne sais pas si vous le lisez tous. Lis-le. Ah, vous voulez que je le dise? Oh, alors, ouais. J'ai pris conscience que j'ai emprisonné mon corps. Je l'ai tellement épuisé sans prendre le temps de le réénergiser. Je me rends compte que je lui ai demandé sans cesse. Il m'a donné ce qu'il a pu, mais je ne lui ai rien donné en retour afin qu'il se ressource. La machine a dit stop. En 2010, j'ai arrêté le sport car je n'avais plus le temps et je n'ai plus su l'écouter. Je ne mangeais plus. J'ai maigri, mes muscles ont fondu, j'ai ensuite repris du poids, mais je n'ai pas su le remodeler. Redistribuer de manière à ce que tout soit harmonieux dans mon corps. Je ne suis pas dans la culpabilité, mais je réalise qu'il va falloir que je reprenne une hygiène de vie dans le respect de mon corps. Lorsque je vais être lasse, je vais dorénavant m'autoriser à m'arrêter pour ne pas tomber à genoux. J'ai senti pendant la séance des tiraillements, des petites tensions me faisant comprendre que mon corps a besoin d'exercice. Je vais m'obliger à enfiler mes tennis car j'ai ressenti mes muscles qui en avaient besoin. Là, on est vraiment dans une réappropriation corporelle. Voilà, oui, c'est à la fois extrêmement simple et à la fois extrêmement puissant. On est rendu à la deuxième séance. Vous avez des dizaines de témoignages comme ça dans le livre qui permettent de saisir la puissance de la sophro. D'ailleurs, le docteur Florian Scottet, effectivement, était extrêmement surpris en lisant les témoignages de la puissance de la sophrologie, ce à quoi il était passé apparemment un peu à côté. Donc c'est plutôt bien pour nous. Ça, c'est pour vous dire que on va faire un séminaire dessus, s'il y en a qui sont intéressés. Je pense que voilà, ce séminaire ne se contentera pas de parler uniquement du cancer du sein, mais on fera une extension quand même à tous les cancers, comment on peut utiliser toutes ces techniques dans le cancer en général.